Tu sais, c'est souvent une question de passion, en fait. C'est-à-dire, ta passion, elle t'amène à pousser tes limites, à toujours te tester, tu vois, par la musculation, à remettre les mêmes poids, tu vois. Chose que j'ai fait, là, c'est vraiment mon expérience, hein. Donc, et au bout d'une semaine, t'es cramé, en fait. Première chose que tu m'as dit, mais ça, tu prends trop de shakers dans la journée. Tu te rappelles ça Ah déjà. ouais. Et c'est vrai, mais sur le moment, hein, comme je te dis, tu vois, tu sais comment, tu sais, c'est dur de s'éveiller des fois à autre chose que ce qu'on pense. Salut les Jujiteros. Bah là, vous le voyez sur l'écran, hein, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. C'est un des GOAT, Greatest of All Time, du JJB français, Samuel Monin. Merci Samuel d'être là. Voilà. Merci à toi, Jules. Ça fait toujours plaisir de te voir. Ouais, bonjour tout le monde, hein. Ça fait plaisir, la reconnaissance et tout. Et franchement, c'est super cool. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça Bah fait vraiment écoute, pour plaisir. moi, c'est un peu un point de passage obligé. Déjà, parce que ben, par le passé, tu avais une chaîne Fight Time Podcast, quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus. Tu m'as, Ouais, c'est ça. c'est il y a quelques années, tu m'avais invité et avec plaisir, on avait passé un bon moment. Entre-temps, on a travaillé ensemble sur la nutrition. Et puis Ouais, ben, depuis, ben, voilà, chacun fait sa life. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, l'évolution du jiu-jitsu, l'émergence de plein de sortes de compétitions, plein de types de compétitions, plein d'organisations différentes, ben, les années passent, mais toi, tu es encore là. Et d'ailleurs, tu reviens juste des championnats du monde master. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de cette expérience-là? Comment tu l'as préparée? Comment ça s'est passé là-bas? Alors, on va même parler en général par rapport à la longévité. Mais déjà, pardon. Moi, je trouve que, tu vois, tu sais, c'est souvent une question de passion, en fait. C'est-à-dire, ta passion, elle t'amène à pousser tes limites, à toujours te tester, tu vois. C'est pour ça qu'en France, je combats toujours en adulte, malgré mes 44 ans. Et pour le championnat du monde, ça s'est bien passé, mais le problème, tu vois, c'était la première fois que je faisais à Las Vegas et j'avais pas pris en compte le jet lag. Hmm. Et le jet lag de Las Vegas, il est mortel de fou, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est 9 heures de décalage horaire. Donc, à peu près, il faudra arriver à peu près 9 jours avant, voire 10 jours avant pour s'acclimater. Moi, je suis arrivé 3 jours avant. Voilà, 3 jours avant et le quatrième, je combattais. Donc, j'étais vraiment claqué. Franchement, pendant les 2, 3 premiers jours à Vegas, j'étais complètement à l'envers. Même ça a duré, franchement, ça a duré 5, 6 jours. J'étais complètement à l'envers, c'est-à-dire que lever 4 heures du matin, tu te réveilles, t'es en pleine forme à 4 heures du matin, tu t'endors à 18 heures, 17 heures, t'es complètement à l'ouest. Même pour mon mariage, c'est David qui est venu me réveiller parce qu'on s'était endormi tellement on était fatigué. Et ça s'est ressenti en fait dans mon deuxième combat. Parce que le premier combat, je prends un mec très très fort. Il serait au moins allé en finale, parce que c'était un des favoris de la KT. Et ça fait un gros combat que je gagne, ça et tout, mais c'était le championnat du monde, c'est 5 minutes, ça va très vite, c'est souvent celui qui met les points en premier qui va gagner le combat. Ensuite, tu vois, le deuxième mec que j'affronte, c'est un mec qui était de Californie, tu vois. Donc lui, il n'avait pas de jet lag, pas tout ça et tout. Et j'ai ressenti vraiment au niveau du. C'était vraiment là au niveau comment ça s'appelle, de ma force, de tout ça, que ça a pêché, tu vois. J'ai senti le deuxième combat, j'étais claqué de ouf, j'arrivais plus à rentrer dans ma deep, enfin bref, plein de trucs comme ça, donc j'ai perdu au deuxième tour. C'était une très bonne expérience par contre, parce que c'était complètement fou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je fais visiter les World Masters. Faut savoir que moi, ça m'a redonné un coup de boost parce qu'en fait, tu te rends compte que dans le monde, il y a plein de monde qui fait du jiu-jitsu. Il y a plein de monde qui s'entraîne très, très, très dur et le Icon Jiu-Jitsu, c'était un truc de fou, tu vois. Tu marchais dans les allées, j'ai rencontré Royler en passant, tu passes, t'as Drizal qui passe là-bas, je sais pas, Philippe Andrew, t'as Royler, t'as tout le monde, quoi. C'était un truc de fou. Et en plus de ça, ils faisaient des stages, le Icon Jiu-Jitsu. Parce que, en fait, les Worlds, ils attaquaient le mercredi, ou le jeudi, je sais, le jeudi, ils attaquaient, et les Icon Jiu-Jitsu, ils attaquaient le vendredi, je crois. Et c'est un truc vraiment de malade avec des séminaires. Ils faisaient des séminaires gratuits
pour tous les. Ah ouais, pour tous les mecs qui étaient dans Icon, il faut savoir que les séminaires, c'était les frères Mendes, Fabio Gurgel, euh, Desi Fresh avec Jacob Koch, Deontay Leon, ceux qui a finalisé Mika Galvao à la DCC. Il y avait qui d'autre? Il y avait Marcus Bouchécha qui a donné un séminaire. Et tous ces séminaires-là étaient gratuits, tu vois. Donc, en dehors de la compétition, moi, j'en ai profité pour pouvoir faire deux, trois séminaires gratuits parce que c'est des séminaires, autant en profiter. C'est des gens qui normalement te coûtent un petit billet quand même. Donc, voilà, il y a ce côté-là extraordinaire qui a fait que ben, ça te redonne en fait l'envie. Après, le mieux le préparer, tu vois. C'est-à-dire que la prochaine fois, je partirai beaucoup plus tôt. Je partirai beaucoup plus tôt parce que le jet lag est vraiment très dur. Autant à l'aller qu'au retour, il est très, très compliqué. Mais bon, c'était vraiment une super expérience et en plus, il y avait pas mal de Français là-bas et il y avait une bonne osmose entre les Français aussi, je trouvais. Ouais. Et franchement, c'était sympa. C'était une bonne expérience. Beaucoup de choses très intéressantes déjà sur ce que tu viens de nous dire, plusieurs points là que j'ai notés. Déjà, un, ben, tu t'es marié là-bas, félicitations, j'ai vu Ouais, les merci. photos, mariage Las Vegas en kimono, c'est unique quoi, c'est unique. Ouais, Félicitations. ouais, merci, merci, merci. Ouais, ça va avec le truc, hein. Donc ouais, ouais, c'est ça, c'est mythique. Ça, ensuite, tu as parlé, on en reviendra après, de longévité et de passion, ça, on reviendra là-dessus après. Deux, le but de ces interviews aussi, c'est de transmettre des connaissances et du partage d'expérience à ceux qui nous écoutent. Et comme tu l'as dit, bah, tu vois, cette petite, bah, une petite erreur tactique, on va dire, sur le décalage horaire, c'est vrai, on ne le prend pas en compte. Tu dis, il y a la passion, on s'entraîne et on se dit, ouais, c'est juste un voyage en avion et on y va. Mais en fait, ça te décale tellement. J'imagine qu'en plus, dans l'avion, tu dors pas terrible, tu dors pas trop. Les changements peut-être de température, on ne sait pas. Exact. La bouffe aussi qui est pas pareille quand tu arrives. Ouais. Ah, c'est dégueu. Ben, justement, tu vois, parce que moi j'accompagne pas mal de gens, il y en a pas mal qui vont faire soit les Worlds, soit les World Masters. Et le problème qu'on rencontre souvent, c'est quand ils arrivent sur place, même si on a prévu d'amener un peu de bouffe de France avec nous, c'est sur place, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut trouver de qualitatif et à quel prix surtout. Est-ce que tu peux nous en parler, ça? Comment t'as géré ça, toi? Alors, mais en fait, ouais, déjà pour le jet lag, tu vois, c'est que j'ai même pas pensé, en fait. J'ai même pas pensé, tu vois. J'ai même pas, c'était pas dans ma tête. Ensuite, pour la bouffe, alors moi, j'avais de la chance dans mon hôtel. Moi, j'étais dans le vieux Vegas. Alors, les points positifs, bon, franchement, j'ai pas trouvé super, j'ai pas trouvé de gros points positifs à Vegas pour dire la vérité. J'ai trouvé que c'était un peu Walt Disney pour les adultes. On dirait du papier. On dirait que tu es dans un village qui est en fait, t'es dans une ville faite, tu sais, comme si tu étais à Walt Disney. On a l'impression que c'est du carton mâché, en fait, tu vois. Donc déjà, ça m'a pas trop kiffé. Après, j'avais de la chance, moi, dans mon hôtel, il y avait un truc de, tu sais, ça s'appelait Only Rice, tu vois, c'était du riz Ouais. avec, par exemple, du bœuf, tu vois, mais c'était un peu à façon thaï, tu vois. Ouais. C'était un peu cuit comme ça. Donc, ça m'a permis quand même de pas mal manger. Après, le problème, comme tu dis, c'est les changements de température, quoi. Tu es dans ton hôtel, il fait -20, tu sors, il fait 45, 46. Euh, t'as la, comment ça s'appelle? Moi, par ce restaurant-là, je mangeais pas ailleurs, tu vois, parce que Ouais. y a que de la malbouffe. Ensuite, faut pas oublier un truc, il y a aussi le concept aussi de, tu sais, moi, j'étais en face de Fremont Street. Pour ceux qui connaissent Fremont Street, c'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles du matin au soir. C'est-à-dire que tu marches, il y a des cracheurs de feu, il y a des mecs, des meufs à poil, des mecs qui dansent, c'est n'importe des gorilles qui chantent. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, et ce bruit, tu vois, c'est boum, boum, boum. Tu l'entends du matin au soir, quoi. Ah Et ouais. ça, par contre, ça, c'est perturbant. C'est très, très perturbant. Et voilà, c'est notre vie, c'est notre truc, c'est une autre manière de voir les choses. Franchement, les Américains, ouais, bon, franchement, j'étais content quand je suis rentré en France. Pour dire la vérité, ah ouais, non, c'est très dur, je trouve, pour s'adapter. Même les prix aussi, euh, les prix d'une l'Açaï, c'était 25 dollars, l'Açaï. Euh, donc, tu avais plusieurs choix, tu vois, mais je crois que le plus petit, c'était 14 dollars, Ah ouais. 18 dollars et 25 dollars. Et 25 dollars, tu as un quart de banane tranchée, une cuillère dans le cacahuète. Le truc, ils ont fait fois 20, tu vois. Donc, j'ai même pas mangé d'açaï. Mais voilà, pour la bouffe, c'était compliqué. Moi, je mangeais que des trucs de riz. Il y a vraiment, franchement, à part ça, il n'y a pas de truc où tu peux bien manger. Il faut de la bonne viande, tu vois, mais
Mais après, la viande, tu vois, c'est comme tout. Moi, j'ai un peu diminué la viande. Ça fait un moment que je mange plus que 2, 3 fois par semaine de la viande. Tu vois, j'essaie de réduire parce que et je trouve que ça t'es plus en forme, finalement. Donc voilà, c'est ça, surtout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, je te dis, ce truc de riz. Mais sinon, c'était vraiment galère pour s'alimenter, quoi. Vraiment, Ouais. vraiment. Ouais, c'est le retour que j'ai souvent eu une fois sur place aux États-Unis pour trouver de l'alimentation relativement, on va pas dire saine, naturelle, pas trop chère et tout. Et voilà, il faut que ce soit dans un peu buffet, et comme tu viens de l'expliquer là. C'est ça. Comme, quoi, t'as vu, je sais pas, tu vois, même les fruits, tu vois, une bouteille de coca, ça coûte 1 dollar, tu vois, une pomme, ça coûte 1 dollar. Ouais. Tu vois, le truc. Ouais. Ah, j'ai vu une banane comment ça s'appelle, sur place, j'ai vu des bananes et c'était à 2,50 € la banane. La banane. 2 dollars, 2,50 $ la banane, tu vois ce que je veux dire? Donc, eux, ils sont dans un monde où carrément, tout est inversé, tu vois. C'est la malbouffe coûte beaucoup moins cher que la bonne bouffe. Donc, et les gens, je pense ils cèdent à la facilité, tu vois. Ils Ouais. cèdent à la facilité là-bas. Ouais. Donc, c'est très compliqué pour les gens de s'alimenter, ouais. Ouais. On reviendra sur l'alimentation après, est ce que tu as dit sur ta consommation de viande. Un autre point que tu avais dit précédemment sur ta vision là-bas des championnats du monde master, plus la convention de Jiu-Jitsu, il y a encore, tu vas peut-être certainement être d'accord avec moi, il y a encore quelques années, on disait les catégories master, quand tu es champion master, ça compte pas vraiment, tu vois. C'est ce qu'on avait tendance à dire. Maintenant, j'ai l'impression que maintenant que nos, on va dire, nos idoles ou les champions sont sortis de l'adulte et arrivent tous en master, ça vient revaloriser les catégories master. Et maintenant, quand tu gardes en master, je veux dire, c'est quelque chose quand même, quoi. Ah ouais, bah, tu sais, attends, on va prendre rien que nationalement. Euh, Quand tu fais le championnat de France, tu as plus de monde en ceinture noire master qu'en Ouais. ceinture noire adulte. Ouais. Tu vois, je veux dire, même si le niveau est très bon, très très fort, hein, les ceintures noires adultes, mais je pense qu'il y a plein de ceintures noires master qui feraient des trucs en ceinture noire adulte au championnat de France, tu vois. Et ben là, c'est la même chose, sauf qu'en fait, les Brésiliens, eux, ils sont encore moins comme nous, c'est-à-dire que dans le sens que nous, tu sais, on veut rester souvent longtemps en adulte. Eux, dès qu'ils ont 30 ans, ils passent en master. Il n'y a pas de, tu vois, les Miaillots, à 31, 30 ans, il est passé en master. Il est pas resté en adulte, tu vois ce que je veux dire? Et tu as des Miaillots, moi, dans ma catégorie, il faut savoir que le troisième, c'est Josh Singer, de chez Atos. Il finit troisième, Ouais. tu vois. Le mec qui me bat, il finit deuxième, tu vois, il le bat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le niveau, il était vraiment très fort. Sinon, surtout à l'international, comme ça, le niveau, il est relevé dans tous les trucs. Et en plus, comme je te dis, faut pas oublier un facteur en master, c'est que tu as ce côté stratégique un peu du jiu-jitsu qui disparaît dans le sens où, vu que c'est 5 minutes, ça va très vite. C'est-à-dire qu'en général, si le mec il t'a mis un takedown, qu'il a commencé un peu un passage, ça va être très dur pour toi de revenir dans le combat en 5 minutes. Parce qu'en 5 minutes, tu vois, tout le monde peut tenir la force, tout le monde peut rester athlétique. 10 minutes, ça te permet de plus travailler, tu vois. Donc, non, les masters, vraiment devenu des catégories à part entière avec beaucoup d'anciens champions du monde ou d'entraîneurs de champions du monde actuels. Quand tu vois les noms qu'il y a en master, tu dis que c'est incroyable. Mais c'est clair que ça évolue parce que moi, c'est clair que quand j'étais en ceinture de couleur, bleu, truc, etc., à plus de 15 ans, eh ben, les masters, il y avait beaucoup moins de monde, tu vois, c'est clair et net. Mais forcément, le jiu-jitsu évolue, ça s'étend, et forcément, le temps il passe, et les mecs qui étaient en adulte super forts, ils passent en master. Mais t'as vraiment du gros niveau en master, hein. Franchement, pour gagner, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est intéressant d'avoir ce retour, tu vois. Pour penser stratégie, comme tu le dis, bon, pareil, tu sais, j'ai fait aussi pas mal de compétitions et surtout en master. On sait que 5 minutes, ça passe très vite et que la stratégie est aussi importante. Mais comme tu le dis, ceux qui marquent rapidement ont aussi plus de chances de gagner. Moi, j'avais pu noter Ouais. que si tu avais un bon jeu debout, de projection ou de takedown, ça t'offrait une opportunité de victoire très importante. Qu'est-ce que tu en dis? Et qu'est-ce que tu as pu voir, toi, là-bas sur place? Ouais, ça a raison parce qu'en fait, c'est sûr que bah, là-bas, en fait, les mecs, ils vont moins tirer la garde, en fait. C'est clair. Ils vont plus essayer de faire tomber dès le départ ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est bien parce que ça fait. Ben, le jiu-jitsu, c'est ça. Tu sais, on a tendance à oublier que
Le jiu-jitsu, c'est pas juste tirer la garde ou tirer la demi-garde, ou etc., etc. Faut que, en jiu-jitsu, on doit être complet, on doit pouvoir savoir faire tomber, on doit avoir, surtout en ce tournoi, on doit avoir quand même un minimum de bagages où on peut, ça, où on connaît des projections, tout ça et tout. Et ça fait partie du jiu-jitsu, seulement c'est une partie que les gens n'aiment pas trop travailler, tu vois. Ouais. Donc forcément, souvent, tu te retrouves en galère. Moi, tu vois, exactement, tu vois, mon deuxième combat, je le perds parce que au début, tu vois, je suis fatigué de mon premier combat et il me fait un double leg dans les jambes, tu vois. Là, normalement, j'aurais dû sprawler, j'aurais dû, tu vois, mais la fatigue fait que j'ai pas eu le temps de sprawler et que c'est lui qui a pris l'initiative, tu vois, exactement, tu vois. Donc, c'est sûr qu'après avoir mis ces 2 points, c'est super important. De toute façon, le debout, c'est super important parce que ça te laisse une option de tirage de garde ou de faire tomber. Et ça, c'est trop important en jiu-jitsu. Chose qu'on souvent on met un peu de côté, comme tu dis. C'est ça le problème, c'est que en fait, arriver à ce niveau-là, tu peux pas te permettre d'avoir des trous dans ton jeu en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et toi-même, dans cette préparation pour les masters, pour les World Masters, est-ce que tu avais déjà une stratégie en tête? Est-ce que tu avais intégré cette histoire aussi de takedown, d'amener au sol? Et comme tu es aussi professeur, hein, t'enseignes depuis quand même un certain nombre d'années auprès de tes élèves, est-ce que ce facteur de jeu debout en début de combat, tu le places aussi dans tes cours? Alors ouais, j'essaie toujours de faire du debout, hein, un peu de debout, comme un peu de self-défense. Je pense que c'est important parce que ben, sinon en fait tu rentres que dans une dimension du jiu-jitsu en fait et le problème il est là, c'est qu'après il y a tellement de dimensions dans le jiu-jitsu, c'est tellement vaste que tu peux pas te permettre de rester juste sur les tirages de garde. Voilà. Et moi, pourquoi j'ai fait de la lutte? J'ai fait de la lutte pendant 11 ans, la lutte libre pendant 11 ans en complément du jiu-jitsu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ton but, c'est de travailler au sol. Mais si le mec, tu peux pas l'amener au sol, comment tu fais pour travailler au sol? Tu vois, c'était de là mon truc. Donc, je pense que ouais, c'est super important. Comme je pense que c'est important aussi le self-défense qui a été un peu mis de côté par le jiu-jitsu sportif. Alors, c'est bien beau le jiu-jitsu sportif, c'est bien, mais il faut pas oublier en fait euh, les racines de notre sport en fait. Les racines de et Liu, il a dit il disait à Erickson que le jiu-jitsu sportif c'était pas son jiu-jitsu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc donc voilà, moi dans mes cours en tout cas il y a du debout, il y a des amenés au sol et il y a du self-défense un minimum, tu vois, un minimum parce que faire du jiu-jitsu et pas savoir te défendre dans la rue, pour moi c'est un peu inutile. Tu vois, le minimum, on parle pas d'être un expert de trucs, mais juste le minimum, tu vois. Si on t'attrape derrière dans le dos, qu'est-ce que tu fais? Si on fait, tu vois, c'est super important. Donc ouais, moi je pense que faut pas oublier tout, tout ce concept qui est le self-défense, qui est, euh, qui est savoir amener au sol, savoir faire tomber le minimum, tu vois. On sera peut-être jamais avec des grands lutteurs ou des grands judokas, mais on a le minimum, tu vois ce que je veux dire. Et ça te permet après d'avoir des dimensions dans ton jiu-jitsu et de pouvoir travailler tout comme toi tu choisis. Et je pouvoir choisir la stratégie que toi tu choisis. Et Ouais, pas subir en fait la stratégie, tu vois. exactement. Ouais, je parlais cette histoire aussi de comment t'enseignes, parce que ben, sur les dernières années, j'ai vu, ben, t'étais sur la région parisienne, après t'es descendu sur Nice, et même avant d'être remonté en région parisienne, t'étais déjà descendu dans le sud, t'as été un nomade un petit peu quand même, avec certains points d'appui. Là, j'ai cru comprendre que t'allais ouvrir l'université de Jiu-Jitsu. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se Ouais. prévoit? Ouais, voilà. C'est ça. Où est-ce Bah, que ça va avoir bah, lieu? Comment tu vas organiser les choses? Écoute-moi, c'est simple, ça se pour très très bientôt là, très très bientôt, très 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 bientôt. Il nous manque encore un peu de travaux. Comment je vais organiser les cours? La salle est ouverte du lundi au dimanche. C'est une salle privée qui sera ouverte du lundi au dimanche. Ça sera sur Nice. J'ai la chance d'avoir un parking de 300 mètres, de 300 places gratuites, Ouais. ce qui est très rare dans Nice. La salle, elle va faire 300 mètres carrés, 170 mètres carrés tatami. OK? Et les cours, il y aura des cours toute la journée, en fait, comme à Paris, comme dans les grandes villes, en fait. Je pense que c'est important. Et voilà, et c'est juste un gros projet qui me tient à cœur par rapport au fait que, comme tu dis, tu sais, j'ai donné ma vie, en fait, au jiu-jitsu, moi, tu vois. J'ai, tu sais, comme je dis souvent, j'ai arrêté le foot pour faire du jiu-jitsu. Donc, ma passion, elle est, elle est pas mesurable. Elle est pas mesurable pour juste, tu vois. Donc, c'est sûr qu'après, j'étais monté à Paris. Bon, d'ailleurs, c'est là qu'on on avait travaillé pendant un an ensemble Ouais. et que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, à la base, j'étais parti à Paris parce que à l'époque, dans le sud, on pouvait pas travailler que du jiu-jitsu brésilien.
j'étais obligé d'avoir un boulot à côté, tout ça et tout, et j'en avais marre de travailler la nuit. Tu sais, j'ai fait aussi beaucoup d'années à travailler la nuit, partir le samedi matin après avoir travaillé, combattre, tu vois, et revenir dans la journée. Et à 45 ans, c'est plus la même chose. Tu récupères pas pareil, tu peux pas faire la même chose. Donc, c'est juste la suite logique. Et en plus, j'ai envie de transmettre mon savoir. J'ai envie de monter des jeunes. Je pense que maintenant, c'est la bonne occasion pour ceux qui veulent aussi vivre du jiu-jitsu brésilien, de pouvoir vivre du jiu-jitsu brésilien. Et tu vois, je pense que on est d'ailleurs dans une époque où souvent, tu vois, les gens ils disent oui, c'est la crise, oui, c'est dur, oui, ceci, oui, cela. Et ça, pour moi, c'est toujours un point de vue, en fait. C'est comme si on est deux dans une pièce, toi, tu es à droite et moi, je suis à gauche. On regarde la même chose, mais on n'a pas la même vue sur la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, c'est un peu la même chose pour moi. J'ai pas la même vue que les gens. Je pense qu'on est justement dans une génération où n'importe qui peut réussir. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire des études comme avant. Tu n'as plus besoin d'être expert ingénieur pour gagner ou truc. Maintenant, n'importe qui peut devenir n'importe quoi, comme il dirait l'autre là sur YouTube. C'est exactement ça. Regarde et regarde les mecs comme Freddy, les mecs comme truc, tout ça et tout, qui gagnent de l'argent, vraiment, qui gagnent de l'argent. Mais pourquoi? Parce en fait, ils transmettent leur passion, en fait. Et c'est ça qu'il faut que les gens y comprennent. Il faut qu'en fait, si ta passion, tu la transmets, si tu essaies à travers ça d'aider les gens, tout ça et tout, ben forcément, les gens, ils accrochent. Et en fait, faut pas se dire oui, c'est cher, oui, ceci, oui, cela. Ça, c'est des paroles de pauvres. C'est des paroles de pauvres. Là, ce qu'il faut se poser, c'est comment tu vas l'obtenir, en fait. Parce que tout le monde peut l'avoir, hein. Tout le monde peut avoir tout. Quand tu vois le petit Renoir, là, tu sais, qui est sur YouTube, qui fait ça, Oui, et qui est multimillionnaire, tu te rends compte que tu es dans une année, dans une époque où, justement, putain, si lui, il a réussi à faire ça, toi, tu peux réussir. C'est pas comment ça, c'est pas possible. Et c'est ça que je trouve qui est génial dans notre génération, justement. C'est que, justement, tout le monde peut réussir. Il n'y a plus besoin d'études, il n'y a plus besoin d'un cursus, tu vois, tout tracé exactement avec, oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies ton truc. Non, non. Demain, maintenant, grâce à Internet, euh, et grâce à ta passion, tu peux retransmettre tout ça et tu peux en vivre largement. Tu peux en vivre largement seulement. Ça demande c'est comme tout, hein, c'est un travail. C'est un travail qui demande une passion derrière parce que si tu n'as pas la passion, ton travail devient vite ennuyeux et ça se fait, et les gens, ils le ressentent. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ça fait des années que tu postes, que tu travailles. C'est parce que tu es passionné. Quand on t'entend parler de nutrition, on sent que tu es passionné. Tu vois, ça nous donne envie d'en apprendre un peu plus, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que non, au contraire, l'université de Jiu-Jitsu, c'est pas juste pour moi, en fait. Ça va servir pour les jeunes que je vais pouvoir aider à monter. Ça va servir pour les gens par exemple, on va faire un truc, je vais faire un truc avec ma femme sur le harcèlement scolaire, parce que je trouve que c'est un truc très, très, très grave. J'ai vu un peu les chiffres, on se rend pas compte de ce qui se passe vraiment. Moi, je connais, j'ai quelqu'un que je connais, elle a déscolarisé son fils de l'école ah ouais. tellement il souffrait de ça. Il faut savoir qu'il y a des suicides liés à tout ça, tu vois. Donc, toute l'université du jiu ça va servir à ça. Servir aux faibles à lui redonner confiance en lui. Grâce au jiu-jitsu, ça va aider la personne qui veut s'entraîner pour rester en forme. Ça va aider le compétiteur. Ça va, et ça va, et si je peux, tu vois aussi, comme je te dis, aider avec le harcèlement scolaire, tu vois, ça va être important. C'est les petits, là, au lieu de les mettre, les déscolariser, envoyez-les moi. Envoyez-les moi qui s'entraînent pendant 2, 3, 4, 5 mois et vous verrez que ça sera plus la même chose. Ils auront pris confiance en eux. Parce que pourquoi ils auront pris confiance en eux? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se défendre et qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ça, c'est super important. Donc, tu vois, l'université de Jiu-Jitsu, c'est pas juste un club qui va ouvrir pour ouvrir, tu vois. Non, non, je vois plus loin que ça. Pour moi, c'est vrai, une vraie université. D'ailleurs, ça va être tourné comme une vraie université. C'est-à-dire que chacun aura un carnet de correspondance Ouais. avec ouais, chacun aura un carnet de correspondance où chaque semaine je noterai à mon avis ce qu'il faut qu'il travaille, ce qu'il faut qu'il se focus plus. Tu vois, ça sera un vrai suivi. C'est pas juste tu viens, tu payes ton inscription, tu fais les cours. Non, non, non. Là, ça sera un vrai suivi. Tout le monde aura le choix de pouvoir progresser plus vite ou pas en fait. Tu vois. Et comme je te dis, vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose pour le harcèlement scolaire et aider tous ces petits là qui sont en manque de confiance, c'est que parce que moi j'ai des enfants, tu vois, et j'aimerais pas que mes enfants ils deviennent ils se fassent harceler à l'école et que ça, tu vois, je veux dire que c'est terrible pour un enfant pour sa confiance en lui-même, pour tout ça et tout, tu vois. Donc comme je dis, ça va être l'université, ça va être plus que ça. Ça va être aussi pour aider les mecs en sécurité aussi. Ouais. Si je peux aider je peux aider la police aussi. Si je peux aider, tu vois, tout ça, parce que c'est pareil, tu vois, les policiers, ils sont pas entraînés pour.
Et malheureusement, quand ils tombent souvent contre des un peu costauds, tu sais, des mecs de rue qui sont un peu athlétiques, tout ça et tout, ils sont un peu malmenés, souvent, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, qu'ils ont du surpoids, souvent aussi, en plus. Donc, tout ça, ça va être. J'ai plein de projets sur ça, tu vois, parce que je pense que en dehors de ça, le jiu-jitsu, moi, ça a changé ma vie, tu vois. Donc, euh, ça a changé ma vie, pas financièrement, peut-être, mais au niveau éthique et moral, ça a complètement changé ma vie et il faut que je retransmette aux gens en dehors de, tu vois, des cours. En dehors Ouais. des cours. Il faut vraiment c'est vraiment des projets que j'ai à cœur. Comme je te dis, la police, j'aurais un tarif spécial pour la police parce que je pense que vraiment, ils ont besoin. Ils ont besoin, ils ont besoin d'être entraînés. Ils ont besoin de connaître le minimum, tu vois. Et c'est ça qui est fantastique avec le jiu-jitsu, c'est qu'il faut pas oublier qu'à la base, euh, c'est vraiment un art qui est fait pour contrôler l'autre sans forcément le blesser. Et ça, c'est vraiment le truc primordial. Donc, tu vois, c'est tout un complexe où il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas juste un club. Ouais. Ça me fait penser beaucoup à, tu sais, Tom DeBlas. Tom DeBlas, Bien l'Américain, sûr. qui oriente vraiment son discours et son approche du jiu-jitsu maintenant sur ce partage sur les gamins qui subissent le harcèlement, les forces de l'ordre pour mieux faire leur boulot, mais aussi se protéger, hein, donc du coup, et Bien puis sûr. aussi le côté les compétiteurs et bien sûr les pratiquants lambda qui veulent juste progresser dans leur vie. Ça me fait penser à ça, tu vois. Donc c'est vraiment un beau projet, puis en même temps c'est une concrétisation de ta carrière dans le jiu-jitsu brésilien qui va pas s'arrêter là. Et on va je vais faire la transition avec ce que tu disais. Longévité égale passion aussi. Ça revient aussi avec ce que tu disais par rapport au business, toi, l'effet si on veut développer un business, ben, sur la durée, il faut qu'il y ait cette passion. Moi, je me rappelle encore, il y a quelques années en arrière, je te voyais sur Facebook où tu montrais que, toi, faute de partenaire d'entraînement, eh ben, tu t'entraînais, tu drillais tous les jours avec ton pauvre petit mannequin. Tu te Ouais. rappelles de ça? Et je me dis, Ah putain, ouais, bah mais ouais. pour se rouler pendant 1 heure tous les jours par terre dans ton petit salon là, ou bien sur ta terrasse avec ton petit mannequin, je dis, là, faut vraiment être à fond, à fond, à fond. Et là, c'est la passion, quoi. Parce qu'après, on Ouais, voyait, c'est ça. tu sortais de ça directement. Après, c'était tapis de compétition et boum, c'était victoire, quoi, tu vois. C'est dire, Ouais, c'est ça. Ben en fait sur ça, tu vois, sur le mannequin Fairtex, c'est la marque Fairtex qui faisait ça. J'avais un sponsor qui me l'avait acheté et j'étais vraiment un des précurseurs dans ça, dans le fait de répéter la technique avec son mannequin. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant, t'as des mannequins dans toutes les salles maintenant. ouais, J'aurais dû essayer de toucher une commission sur cette connerie, mais bon. Mais, mais voilà. Non, après, comme tu dis, tu vois, ben, c'est simple en fait, tu vois, faut comprendre, tu sais, les gens, ils pensent que en fait, la passion, ça te permet de faire des trucs où tu prends pas forcément du plaisir, mais tu sais que tu vois plus loin que ça, en fait. Et c'est ça, en fait, qui te permet de le faire. Moi, c'est sûr que je suis comme tout le monde, hein, tu sais, les gens, ils pensent que c'était pas tout le temps marrant de driller sur mon mannequin tout seul. Il faut savoir que des fois, je faisais 1 heure, mais des fois, je faisais 2 heures dans la journée, tu vois. Je faisais 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et il était tout seul, et le mannequin, il parle pas. mais, mais j'étais obligé, et en fait, ma passion m'a permis en fait de pouvoir le faire sur une longue durée, sur une longue durée, et parce que je savais le bien que ça allait m'apporter. Ça, c'est comme la nutrition, tu vois. Tu as le choix de choisir entre le truc facile ou le truc qui va t'apporter quelque chose en fait. Et, et quand tu es passionné, ben forcément, tu fais tout en sorte, tu vois, tu vas faire attention à ce que tu manges parce que tu veux bien combattre, parce que tu as un objectif bien précis, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que la longévité, comme je te dis, de toute façon, tu peux pas faire ces trucs-là sans passion parce que sinon, tu les fais pas, tout simplement. ouais. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Tu peux pas griller ton mannequin pendant des heures, pendant des années, parce que c'est pendant des années que j'ai fait ça. Faut savoir que pendant des années, je m'entraînais que 3 fois par semaine le soir, en groupe. Et tout le reste, c'était des drills, de la technique, un peu de prépa physique, tout ça et tout. Et ça a été que ça, tu vois. Mais d'un côté, ça a été une bonne chose parce qu'en fait, ça m'a permis de me focaliser sur le côté technique, Mm. tu vois, plutôt que sur le côté on se fout sur la gueule tout le temps. Et ça, c'est une chose, tu vois, que comme je dis dans mes vidéos YouTube, j'ai fait les guides de ceinture, les guides de la ceinture blanche, bleue, tout ça et tout. Je dis qu'en fait, c'est sûr que c'est comme la bouffe, en fait, c'est facile. C'est facile de faire des combats parce que c'est ce que tout le monde aime. Ouais. Maintenant, faire des combats à thème, faire de répéter la technique. Après, en plus,
Répéter la technique, c'est pas juste répéter la technique, tu vois. Après, il faut répéter la technique avec l'opposition, 20%, 30%, 40%, 50%, etc. Bleu, blanche, et tu montes en niveau comme ça. Et ben, si tu n'as pas cette passion-là, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Tu vas y aller, tu vas t'amuser un peu, tu vas truc. Mais je pense que les compétiteurs, c'est encore une autre vision des choses. Tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas pour réussir. C'est un peu cette discipline, d'avoir cette discipline, respecter un plan, quoi. Et c'est ça. Tu es obligé. Tu es Ouais, obligé. Tu peux pas y aller comme ça. Sinon, si tu le fais, bah, tu gagnes pas, en fait. C'est ça, en fait. ouais. Tu vois, moi, je pense que c'est une chose qui m'a permis de gagner pendant des années, c'est le fait de justement, parce qu'en fait, en plus de ça, quand tu fais ça, ben, tu as une force en toi qui se réveille aussi. Cette force qui fait que tu te dis, tu as besoin de personne, en fait. Tu vois, même si tu as besoin des gens, mais dans ta tête, tu sais, tu as besoin de personne pour avancer. Tu vois, ce que je veux dire. Et moi, Ouais. c'était ma solution. J'avais que ça comme solution dans le sud, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, je suis parti à Paris. Parce qu'à Paris, j'ai pu ne faire que du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Mm. Et je suis revenu ici au Maccabi parce qu'il m'avait proposé 2 ans. Après, bon, ça s'est mal fini avec le Maccabi pour plusieurs raisons. Je me suis déjà exprimé dans tout ça, dans le sens où ils m'ont pas respecté. Vraiment, ils m'ont vraiment pas respecté de fou. Donc voilà, on a mis un terme à tout ça. Et tu vois, et ce qui est fou, tu vois, c'est que tu sais, souvent, tu te dis, euh, tu te dis quand ça t'arrive, tu te dis, ouais, putain, c'est la merde ou ces trucs et tout. Et non, c'est pas la merde en fait. Parce que si ça t'arrive à ce moment-là, c'est que tu dois prendre un autre envol, tu vois, et que la vie, elle te force à le faire parce que toi, tu le ferais pas naturellement, peut-être, tu vois. Si je m'étais pas embrouillé avec le Maccabi et tout ça et tout, je serais encore au Maccabi, j'aurais fait encore une deuxième année, peut-être une troisième année, j'aurais jamais ouvert mon truc, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est pareil, tu vois, tout ce qui t'arrive dans la vie, en général, c'est une bonne chose. Une bonne chose. À toi de le gérer et à toi de le comprendre, en fait. Ouais, tout ça, ouais, c'est avoir l'esprit de croissance, quoi. Rebondir des différents obstacles ou échecs qui arrivent, ouais, ouais, esprit de croissance. Je vais revenir un petit peu sur toi, ces histoires d'entraînement sur mannequin, les choses que tu disais. Toi, tu t'entraînais 3 fois par semaine en club et après le reste c'était sur mannequin. Et remettre ça en perspective avec la longévité et ce que tu as dit sur bah, pas tout le temps les combats. Est-ce que tu dirais Bah que ouais. le fait justement de faire moins de combats, comme ça reste un sport quand même de contact, de torsion et autres, ça t'a préservé physiquement? Est-ce que toi-même tu as été préservé des blessures, des blessures graves? Bah, dis-toi que déjà qu'en jiu-jitsu, je me suis pas. La seule blessure grave vraiment enfin, les plus grosses blessures que j'ai eues, c'était au foot. En jiu-jitsu, j'ai pas fait vraiment de grosses blessures. J'ai jamais eu vraiment de trucs, tu vois, vraiment. Par exemple, je me suis cassé la main au foot, tu vois, la cheville. Ouais. Ça, j'ai jamais eu d'autres choses cassées. J'ai fait des entorses de l'épaule au foot, tu vois, chose que j'ai pas fait au jiu-jitsu. Après, au jiu-jitsu, t'as plein de blessures, mais comme tu dis, je pense qu'elles arrivent parce qu'en fait, ben, on est trop en fait, tout le temps dans le combat, en fait. On est trop tout le temps à vouloir combattre. Et en fait, ton corps, il n'est pas fait pour ça, déjà d'une. Ton corps, il n'est pas fait pour pouvoir combattre tous les jours. Et tu te rends compte, en fait, quand tu prends de l'âge. Si, si le Samuel de maintenant, il pouvait revenir avant, et ben, tu vois, j'aurais encore diminué les randonnées à fort, tu vois. Parce qu'on est tous passés par là. On est Ouais. tous passés par là, on est tous passés par vraiment fort. Mais tu ne peux pas tenir au bout d'un moment, ton corps, il cède. Et le pire, c'est que souvent, quand tu fais ça sur une longue durée, c'est-à-dire tout le temps, tu te bats. Et au bout d'un moment, tu as même ce côté moral qui descend. C'est-à-dire que Ouais. tu n'as même plus envie, t'as même plus envie en fait, d'aller à l'entraînement des fois, tellement tu es épuisé. Parce que faut savoir que la plupart, ils ont une vie à côté quand même, tu vois. Donc la famille, le boulot à côté, tu peux pas en fait te foutre sur la gueule tous les soirs. C'est un coup à complètement serrer. Quand tu parles de longévité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu bases ton truc sur plusieurs années, eh ben, tu te rendras compte que, franchement, je pense que deux randonnées forts par semaine, c'est-à-dire deux séances de randonnée forts par semaine, c'est largement suffisant. Ouais. C'est largement. Le reste, ça devrait être plus tourné, tu vois, combat à thème à 40%, sur des positions bien précises, de la technique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème, c'est que nous, que c'est comme tout, un peu tout, tu veux faire ce que t'aimes, en fait. Ouais, Mais ouais. c'est pas ce que t'aimes qui te fait progresser, en fait, le plus. Donc, Et c'est sûr d'ailleurs, que tu sais, d'un côté, j'ai eu un peu de la chance justement d'avoir ce mannequin. Ça m'a permis de peut-être de durer plus longtemps parce qu'à 44 ans, je suis encore là. Et que si j'avais continué sur le rythme que j'avais continué avant, bah, c'est sûr qu'à 44 ans, je pourrais plus combattre. Tu vois même les mecs au niveau, les Miaio, les trucs et tout, tu vois, même quand ils marchent, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va plus, quoi. Tu vois,
Ah, non, mais c'est sûr, c'est très, très important de comprendre que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. T'es pas là, tu peux être champion du monde, mais si pour 40 ans, t'arrives plus à rien bouger, t'arrives plus à rien faire, t'es blessé partout, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc voilà, et je pense que franchement, ouais, tu vois, si c'était à refaire sur ma carrière, tu vois, pas plus de 2 fois par semaine, je me foutrais sur la gueule. Ouais. Vraiment fort, tu vois. Après, le reste, ça serait autre chose. Je me rappelle, j'étais sur un stage, il y avait Raphaël Mendes et je lui avais posé la question un petit peu sur l'alimentation, tout ça, et sur sa façon de s'entraîner. Et sur les 4 mois qui précédaient les championnats du monde, il faisait du vrai sparring que le vendredi matin. Le reste de la Tu semaine, vois. c'était technico-tactique, du drill, du sparring, mais vraiment light intensité et sur certains aspects technico-tactiques, tu vois. Le reste, sinon, c'était que le vendredi matin et avec des gars de sa catégorie de poids, tu vois, pour prévenir. Exact, ça aussi, faut pas oublier. Ça, Ah, c'est c'est ça. important, hein. C'est important. Non, mais il a tout dit. Hein. Après, c'est des exemples, hein, ces gens-là. Hein. Je veux dire, Raphaël Manès, il était à la convention de Jiu-Jitsu. Il a montré, déjà, il a montré des trucs de fou, comme d'hab. Mais, voilà, en fait, il faut prendre de l'expérience des champions. Des mecs qui ont gagné 5, 6 fois. Je pense que Raphaël Mendes, c'est peut-être un des plus doués de sa génération. Pour beaucoup, d'ailleurs, est considéré comme peut-être le mec le plus doué. Il faut savoir que c'est un mec qui fait match nul contre Rodolphe Vieira en Nogi, en finale de la JP ou de Abu Dhabi là-bas. Alors que Rodolphe Vieira, à l'époque, c'est 95 kilos de muscles. Et le truc, il n'arrive pas à lui passer la garde. Il n'arrive pas à lui mettre un point ni un avantage. Donc, ça veut dire que sa manière de travailler est la bonne, en fait. Et c'est sur ça qu'il faut que tu prennes l'exemple. De toute façon, comme je te dis, les sparring à haute intensité tout le temps, c'est pas une bonne chose. Et en plus, même, tu sais, pour rester techniquement, comment tu peux, tu sais, c'est dur de placer des techniques à haute intensité quand tu commences à les travailler. C'est pas possible. On est d'accord. Bah, c'est un peu comme en muscu, quoi. Tu commences pas à faire des squats hyper intenses si déjà tu sais pas faire une flexion au poids de corps, quoi. Exactement, Voilà, c'est simple. commencer la Et c'est un peu, base, la technique, les placements et renforcer progressivement les schémas moteurs, les muscles, les tendons. Ouais, on est c'est ça. d'accord. Et t'as vu, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. T'as vu, on a souvent tendance aussi, t'as vu, quand on revient de blessure ou quoi, à vouloir remettre les mêmes poids, par exemple, on parle de musculation, à remettre les mêmes poids, tu vois. Chose que j'ai fait, là, c'est vraiment mon expérience, hein. Donc, et au bout d'une semaine, t'es cramé, en fait. Ben ouais, parce que t'as pas pris le temps, il y a une évolution à avoir, c'est comme tout, tu vois. Et ben, le jiu-jitsu, c'est pareil pour moi, tu vois. Tu peux pas, il faut que tu sois en forme, en fait. Il Ouais, faut être en forme tous les jours, tu vois, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Parce que tu as vu souvent, quand t'es pas en forme, t'arrives plus à réfléchir ouais, c'est ça. correctement. Donc, si t'arrives plus à réfléchir correctement, même ce que tu es en train de faire à ce moment-là, tu l'enregistres pas vraiment, en fait. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? tout à Donc, fait. ouais, moi, je pense que vraiment, les gars, pour tous ceux qui veulent durer, même pour tous ceux qui veulent progresser plus vite, parce on parle de pouvoir progresser un peu plus vite, et ben, je trouve que faire moins de combats dans la semaine, c'est très, très bien. Très, Ouais. très bien. Samuel, toi, on parle longévité, tu vois, il y a plusieurs trucs. Il y a le côté longévité, il faut la passion. Longévité, on vient de dire, OK, ben, faut s'entraîner régulièrement, il faut aussi se préserver à l'entraînement. Pour moi, la longévité, il y a aussi le côté style de vie. Donc, comment on dort, comment on boit, comment on mange. Euh, Tout à l'heure, tu as dit que tu mangeais moins de viande, que tu te sentais mieux. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton évolution un peu au niveau alimentaire sur ta carrière de Jiu-Jitero Mhm. jusqu'à aujourd'hui et voir ce qui a marché pour toi, ce qui a moins bien marché, si tu as fait des écarts à certains moments, comment ça t'a impacté? Ouais. Alors, bah, en fait, à la base, j'étais gâteau mort. Je Gâteau-vore! m'alimentais, C'est la première ouais, je fois qu'on me m'alimentais, sort ça, gâteau-vore! j'étais à 90%, je m'alimentais à 90% de gâteau. Et puis quand j'ai commencé le jiu-jitsu, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était à côté, nutrition, tout ça et tout, tu vois. Donc, et après, j'ai commencé à de mieux en mieux manger jusqu'à avoir une alimentation. J'ai une bonne alimentation maintenant. Je mange pas de produits transformés. Euh, Il y a plein de choses, je mange pas. Il y a plein de choses que je mange pas. Il y a plein de choses que je mange plus. Comme je te dis, j'essaie d'éviter la viande un peu plus. Et forcément, ça c'est pareil. C'est comme dans le jiu-jitsu, c'est une évolution que tu as parce que avec l'âge et tout ça et tout, tu te rends compte que ben, ça affecte en fait.
ça affecte plein de choses. Et même, je pense que, tu vois, la nutrition, la dernière fois, je regardais un reportage, parce que ça m'intéresse beaucoup la nutrition, tu vois, et je regardais un reportage, il faisait un reportage par rapport à des rats, et il les mettait dans une baignoire, tu vois. Deux catégories de rats, bref, il les mettait dans une baignoire. Et une catégorie, elle arrivait à sortir directement de la baignoire, qui était pleine d'eau, tu vois, elle arrivait directement à sortir, et l'autre, elle tournait en rond dans la baignoire, en fait. Il faut savoir qu'en fait, il y a la deuxième qui tournait en rond, en fait, elle était alimentée comme un Américain du Nord, en fait. Avec base de trucs hyper gras, hyper trucs, et ben, ça les rend folles. Ça les rend fous, ça rendait les souris folles, en fait, et devenaient déments. C'est ce qu'il disait, en fait. Et c'est pour ça qu'il mettait en relation, d'ailleurs, la bouffe et la maladie de Parkinson, en fait. Parce ils expliquaient qu'en fait, ben, la malnutrition, ça agit plus que sur ton, tu vois, le fait d'être gros, sec ou pas, tu vois. Ça agit vraiment sur ton cerveau. Donc, je trouve ça super intéressant. Après, les écarts, j'en fais, mais tu vois, maintenant, c'est devenu même des écarts sains. C'est-à-dire que, comment dire, ouais. Avant, par exemple, quand je te disais, ouais, je vais faire un cheat meal, je vais manger un truc, un hamburger, un truc comme ça, tu vois. Maintenant, je vais faire un cheat meal, et ben, ça va souvent être, tu vois, un plat thaï, tu vois. Alors oui, il y a la sauce, oui, il y a tout, mais ça va être ça va être plus sain, tu vois. Après, forcément, alors, moi, je suis pas d'accord trop avec Danaher, parce que j'ai vu un peu des interviews de Danaher, il disait que pour lui, il voyait pas de différence entre des athlètes qui mangeaient de la merde et des athlètes qui mangeaient pas de la merde au niveau de la performance. Je suis pas trop sûr quand même de ça parce que quand même, ouais, parce que faut pas abuser, tu vois. Je suis dans le monde professionnel depuis très longtemps, en tant que footballeur ou en tant que jutéros, donc je veux dire, tu vas pas faire manger un hamburger à 45 minutes avant un match, tu vois, ce que je veux dire de foot. Ben, c'est la même chose, t'as pas les mêmes, tu peux pas dire que tu as les mêmes performances, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste que les mecs, peut-être, qui mangent de la malbouffe. Faut savoir, la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt, si ces mecs qui mangent de la malbouffe, ils mangeaient bien, qu'est-ce que ça donnerait, en fait? Ouais, C'est c'est ça, en ça. fait. Ça, en fait. Et après, voilà, mais c'est comme tout, tu vois. C'est comme tout. Je pense que moi, le jiu-jitsu, ça m'a fait m'intéresser à plein de choses comme la nutrition, comme la prépa physique, comme tout ça et tout. Parce qu'en fait, t'es plus comme encadré comme dans le foot où t'as rien à penser, tu vois. On te dit, oui, t'as ça à faire, ça à faire, ça à faire, tout est placé, tout ça et tout. Là, t'es obligé de t'intéresser par toi-même. Et déjà, d'une, c'est pour l'évolution de toi-même, c'est super bien. Mais, euh, mais franchement, bien manger, et tu prends goût en plus à bien manger. C'est-à-dire que maintenant, je suis arrivé à un point, tu vois, où, où, où j'ai même plus envie de manger mal, en fait, tu vois. Et c'est plus un plaisir, tu vois. Je veux dire, euh, manger un McDo ou un truc, c'est pas un plaisir pour moi. Tu vois, mais bon, ça a travaillé sur beaucoup, beaucoup d'années. Ça fait maintenant 15 ans que je suis ceinture noire. Et ça fait plus de 15 ans, tu vois, que mon alimentation, elle progresse au fur et à mesure jusqu'à que maintenant, je suis arrivé à un moment où j'enlève beaucoup de la viande, tu vois. Après, je pense aussi qu'il y a un truc qui est super important, c'est au niveau des vitamines. Je pense que les gens ne sont pas conscients, en fait, du manque de vitamines au niveau de leur corps. Donc, je préconise ça aussi, une prise de sang, comme ça, au moins, on sait exactement où on en est. Mais moi, je sais que, par exemple, tu vois, je prends quotidiennement du zinc, du magnésium, vitamine C. Tu vois, c'est mes trois compléments. J'ai enlevé aussi la protéine. Ok. Pourquoi? Parce que je bois pas de lait et qu'en fait, je me suis rendu compte que les protéines, c'est fait de lactose, la plupart, tu vois. Ah ouais, pour les whey Donc, protéines, tout ce qui est protéines issues du lait, ouais. ouais, ouais, tout ça, j'ai enlevé. Et, et je trouve que ton corps, il fonctionne mieux, en fait. Tu te sens. Alors, t'es peut-être moins volumineux qu'avant, moins balèze qu'avant, mais ton corps fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Tu te sens beaucoup plus en forme. Tu peux enchaîner les trucs. Ça allait être ma question, justement, parce que à une certaine époque, je me rappelle quand on avait travaillé ensemble, il y avait une certaine base d'apport en source de protéines, hein. Euh, Ouais. et depuis que tu as réduit ta consommation de viande et d'apport protéique en shaker, par exemple, tu as perdu tu dis moins volumineux, c'est tu as perdu du poids, et si oui, combien? Bah, en fait, alors là, j'avais perdu du poids pour la compète, mais là, tu vois, je dois être. Non, je suis à mon poids. Je suis à 90, 91, tu vois. Ouais. Je suis un peu. En fait, ce qui est marrant, c'est ça, souvent, tu sais, c'est que ça, c'est un faux mythe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils pensent qu'en mangeant moins de viande et moins de protéines, ils vont être moins costauds et ils vont perdre du poids. En fait, non, ça n'a rien à voir avec ça parce que moi, par exemple, tu vois, je vais peut-être pas manger de protéines de viande, tu vois, mais par contre, je vais manger des haricots rouges Ouais. avec du riz. Tu vois. Donc, il y a une source de protéines. Je mangeais du houmous, tu vois, le matin. Mais seulement, par exemple, tu vois, mon petit-déj avant, je me levais le matin, c'était des gâteaux avec du lait au chocolat. Maintenant, ça va être du fenouil, de la tomate, du houmous, du pain de seigle grillé, tu vois ce que je veux dire? Et au final, tu perds pas tant que ça.
tu perds pas tant que ça. Même si tu perds en volume, ton corps, il fonctionne beaucoup mieux. Et c'est comme si, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si les choses, c'était plus fluide à l'intérieur. Mais tu l'as dit aussi, tu vois, c'est bien parce que tu as comparé deux choses avant, tu vois, chocolat au lait et les gâteaux, et puis après le petit-déj avec houmous, enfin quelque chose que, tu es d'accord avec moi, hein, tout le monde mange pas du houmous et des légumes le matin et tout, mais c'est plus naturel, tu vois, les aliments sont naturels, c'est pas transformé, Ouais. et ça va t'apporter plus de vitamines et de minéraux que ce que tu prenais avant. Et ce que les gens Ouais. oublient, c'est que on a beau avoir assez de protéines, de glucides, de lipides dans notre alimentation, notre corps ne les utilisera pas si, enfin, pas de manière optimale, si on n'a pas les vitamines et les minéraux qui sont là pour faire fonctionner. Parce que ce qu'il faut reprendre en compte, c'est que on va prendre une analogie, tu vois, les briques et les ouvriers. On va dire que protéines, glucides, lipides, ça va être les briques qui vont structurer ton corps. Mais si tu as beaucoup de briques, mais que tu n'as pas d'ouvriers pour mettre en place tout le mur, tout pour construire, et ben en fait, il n'y a rien qui se passe. Dans le même sens, si tu manges que des trucs avec des vitamines, mais qu'au final, il n'y a pas assez de protéines, de glucides, lipides, c'est l'inverse qui se fait, quoi. Tu as plein de trucs, mais il n'y a rien qui se passe non plus. Le but, c'est d'avoir l'équilibre des deux. C'est pour ça que potentiellement, bah, tu n'as pas perdu de poids. C'est parce que avec, tu as eu moins de protéines, mais plus de vitamines et de minéraux. Donc, ça crée un équilibre et un meilleur fonctionnement de l'organisme. Et je continue là-dessus. C'est pour ça que toi, eh ben, tu te dis, ben, j'ai même pas envie de faire de cheat meal, parce qu'en fait, quand ton corps, il a trouvé cet équilibre et que tu te sens bien, de lui-même, il ressent pas le besoin d'aller vers autre chose, parce que, pour revenir sur l'analogie des rats et l'alimentation, il faut savoir que c'est ce qu'on mange au quotidien qui se dégrade, qui arrive dans notre intestin et qui va créer nos bactéries dans l'intestin. Et ces bactéries, elles ont un impact sur la communication avec le cerveau. Et ces bactéries, elles se nourrissent de ce que tu lui donnes, tu vois. Donc, si tu donnes de la Exactement. merde en permanence, tu vas avoir des bactéries qui veulent de la merde. Tandis que C'est si tu ça. mets des bonnes choses, ça va t'envoyer un message nerveux, dire, OK, envoie-moi les bonnes choses. C'est comme ça que je fonctionne Ouais, bien. carrément. Carrément, mais tu te rappelles, de toute façon, on se rappelle qu'on avait travaillé ensemble. La première chose que tu m'as dit, mais ça, tu prends trop de shakers dans la journée. Tu te rappelles ça Ah déjà. ouais. Et c'est vrai. C'est vrai, mais sur le moment, hein, comme je te dis, tu vois, tu sais comment, tu sais, c'est dur de s'éveiller des fois à autre chose que ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'a grave aidé d'ailleurs notre partenariat parce que, tu vois, j'étais vachement sur les quantités, mesurer, trucs et tout à un moment, tu vois. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Comme tu dis, en fait, euh, demain, tu peux donner la même nombre de calories avec un hamburger ou avec une salade, mais seulement ça n'a pas le même effet sur toi, en fait. Ça n'a pas le même effet. Mais faut, tu sais, on a tellement des trucs, tu vois, par rapport surtout à la muscu, tu vois, des trucs vraiment des ancrés, du style, oui, il faut que tu prennes ton shaker de protéines après l'entraînement. Il faut que tu aies autant de protéines par rapport à ton poids de corps, tout ça et tout et tout et tout. Et ben, au final, comme je te dis, je pense que tu as tout résumé, c'est-à-dire qu'en fait, demain, tu peux même manger 3 kilos de viande par jour, en fait. Sache que les 3 kilos, ils seront jamais assimilés. Et, de plus, tu peux manger beaucoup, ben, c'est-à-dire, tu peux manger 100 grammes de viande, mais 100 grammes de viande sont assimilés par rapport au fait que, comme tu dis, ton corps, il tourne bien. C'est comme un moteur, en fait, tu vois. Si le moteur, il tourne bien, eh ben, tu vois, eh ben, là, c'est exactement la même chose. Moi, je trouve qu'en fait, le fait d'avoir baissé tout ça, le fait de manger, comme je te dis, pas de choses transformées aussi, ben, c'est important, tu vois. Et de prendre son temps. Mais tu vois, quand j'étais à Paris, par exemple, tu vois, le souci que j'avais, c'est que à Paris, tu n'as plus le temps de rien, en fait. Donc, tu n'as pas le temps de t'as pas le temps de te préparer à manger, tu vois. Et moi, ça, c'était un truc à Paris, ça m'a beaucoup, beaucoup troublé. En dehors de la vie, tu vois, déjà qui est très spécial pour un sudiste quand tu arrives à Paris. C'est très, très. Moi, j'ai beaucoup aimé Paris, mais c'est très, très dur. Je comprends pourquoi beaucoup de gens du sud reviennent vivre dans le sud. Parce que le rythme de vie que tu as, eh ben, te permet. Tu vois, moi, par exemple, j'arrivais plus à me faire à manger, tu vois. Ouais. Donc, après, ben, tu tombes dans la facilité, tu commences à manger un peu des trucs à droite, à gauche. Alors, je faisais attention, tu vois, mais c'est plus compliqué. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, en fait, de ça, parce que c'est, c'est primordial, en fait.
c'est toutes les blessures, les trucs comme ça, elles viennent de moments où tu es fatigué. Mais tu es fatigué pourquoi? Tu n'es pas fatigué forcément par rapport à tes efforts. Parce que, comme tu disais, une fois, on en avait parlé, la digestion, c'est 70% de l'énergie de ton corps, tu vois. Donc, forcément, c'est ça qui te fatigue le plus, en fait. Et quand tu te rends compte, en fait, c'est la bouffe qui te fatigue le plus, eh ben, tu avances et tu changes ta alimentation. Et tu te rends compte. Et alors, c'est comme tout au départ, tu as vu, on a l'habitude que ça soit tellement sucré, tellement salé, tellement de trucs, qu'on n'a plus le goût des vraies choses, en fait. Et donc, et c'est ça qui se passe au départ, c'est que quand tu changes d'alimentation, ben, tu as l'impression qu'il n'y a pas de goût, en fait. Et après, tu te rends compte, au bout de quelques mois, qu'en fait, ça aggrave du goût. C'est l'autre qui est dégueulasse, en fait, qui est C'est beaucoup ça. trop. Tu vois ce que je veux dire. Et non, mais c'est super bien. Mais après, comme je te dis, je pense que ça demande un éveil et se dire aussi euh, tu sais, c'est dur tout le temps de se remettre en question et de se dire non, c'est pas bon ce que tu fais. Euh, non, tu devrais pas faire autant de trucs, autant de protéines, autant de viande, tout ça et tout. Parce que tu as été éduqué pendant 10 15 ans, 20 ans comme ça dans ta tête, donc c'est dur d'enlever tout ça d'un coup, tu vois. Sachant en plus que tout évolue, tu vois, en fonction de l'âge qu'on a, qui détermine aussi beaucoup de choses, hein. L'âge, D'accord. la pratique sportive, tu vois, c'est différent. On va pas s'alimenter de la même façon si tu t'entraînes que 3 fois en jiu-jitsu par semaine, que si tu fais 2 entraînements quotidiens plus de la prépa physique, tu vois. C'est encore différent. Il y a le moment, ouais, il faudra peut-être compter et s'assurer un certain nombre de protéines ou de calories ou autres, bien évidemment. Il y a des moments, tu n'auras pas forcément de prendre des compléments. Il y a des moments, tu auras besoin de prendre des vitamines. Comme tu le dis, faire une petite prise de sang de temps en temps, au moins une fois par an, pour voir où on en est sur les niveaux de magnésium, de zinc, la testostérone et tout ça. Ça permet de nous aider à adapter nos styles de vie, savoir s'il faut qu'on se repose un peu plus, savoir s'il faut qu'on prenne des compléments, savoir s'il faut qu'on élimine certaines choses ou autres. Ouais, non, c'est vraiment pertinent tout ce que tu dis. Il y a un truc qui est intéressant sur ce que tu viens de dire aussi, tu vois, c'est que tu vois, le repos et la nutrition, je pense que en fait, en France, ça a été un peu mis de côté par rapport à l'entraînement, en fait. C'est-à-dire qu'on pense que, en fait, l'entraînement, c'est à part et l'autre, c'est à part, en fait. Alors que non, en fait, l'un et l'autre, ils vont ensemble. C'est-à-dire que tu peux pas t'entraîner bien si, si ton alimentation est dégueulasse. C'est aussi Ouais. simple que ça. C'est aussi simple que tu peux pas t'entraîner sur la longueur, c'est pas possible. Quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu le ressens pas, tout ça et tout. Mais c'est pas parce que tu le ressens pas que ça fait pas des dégâts. C'est ça le problème. Exactement. C'est ça le Exactement. problème. Donc voilà, non, mais c'est comme ça. Je pense que c'est une prise de conscience, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font attention. Et en même temps, comme je te dis, c'est un peu à nous les sportifs de donner un peu l'exemple, tu vois, Ouais. de faire comprendre ça, tu vois. Et je trouve que c'est super. Moi, je te dis, pour moi, la nutrition, ça fait partie d'un des piliers. Alors, je vais te dire même, hein, je suis arrivé à un moment où je préfère me reposer, manger bien, que d'aller m'entraîner si je suis fatigué. Ouais. Tu sais, en ce moment, je suis très dans le triathlon là parce que ben, j'aime bien ça. En plus, c'était l'été, donc moi j'aime bien être dehors à fond. Et j'écoutais un podcast et il y a un triathlète, tu sais, les triathlètes de haut niveau, ça s'entraîne entre 20 et 30 heures par semaine, C'est tout énorme. cumulé. Et il y en a un qui disait, n'ayez pas peur de trop vous entraîner. En revanche, ayez peur de ne pas assez récupérer. Tu vois? Ouais. Et c'était ça, il disait vraiment l'accent, c'est nutrition, hydratation, repos, sommeil. Et voilà, si tout ça se passe bien, vous pourrez vous entraîner et donc progresser, puisque on n'oublie pas que la progression, quelle qu'elle soit, que ce soit le physique ou le mental, on apprend quelque chose, c'est le volume d'entraînement en fait et notre capacité à le digérer qui va nous faire progresser. Ah, mais c'est ça. De toute manière, comme je te dis, je pense que, voilà, mais après, tu as vu, c'est comme tout, tu sais, quand tu es jeune, c'est ce que j'ai à mes élèves, tu vois. Souvent, tu vois. Moi, je compare ça un peu à mes enfants, tu vois. Tu sais, tu leur dis, non, fais pas ça, il va y arriver ça, fais pas. Et en fait, les générations, elles se suivent comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans mes cours, tu vois, il n'y a pas tout le temps des combats forts, il n'y a pas tout le temps des trucs, tu vois. Parce que je veux vraiment leur inculquer ça, en fait. Et, la nutrition, ben, j'ai j'aurais aimé, moi, tu vois, avoir la même mentalité, mais plus jeune, tu vois. Mais Ouais. forcément, tu es obligé de faire tes expériences, tu es obligé de tester tes trucs et après d'en revenir et tu te rends compte qu'en fait, bah, t'as pas besoin d'autant. Même, je vais te dire,
le sommeil, tu vois, le sommeil avant, tu vois, j'aurais même fatigué, tu vois, je serais allé m'entraîner, tout ça et tout. Je peux même m'entraîner fatigué et m'entraîner fort, tu vois. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Et il y a une autre chose, c'est la respiration. Et, parce que tu vois, moi, par exemple, je fais de l'apnée du sommeil. Donc, j'ai une machine pour dormir la nuit, tu vois. Et ben, ça, tu vois, c'est là que je me suis rendu compte, en fait. C'est que, exemple, le sommeil, va pas t'entraîner si t'es fatigué, si t'as pas bien dormi, si t'es pas truc et tout. C'est le risque de blessure. À 80%, tu risques de te blesser. Et en fait, tous ces paramètres-là, en fait, ils sont tellement importants dans l'entraînement et comme tu dis, dans le fait de pouvoir. Pourquoi les mecs ils peuvent s'entraîner à haute intensité régulièrement, tout ça et tout? Parce qu'ils ont un suivi très très strict sur ça. Sur là-dessus, ce qui est bouffe, repos. Je regardais un truc de Nick Rodriguez, que j'aime beaucoup comme combattant, et expliquer que lui, parce que tu as vu, je sais pas si tu as vu le bif avec Gordon Ryan quand Ouais, il a envoyé les mecs pour le tester. Ok, donc ouais. il envoie. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est qu'il y a une embrouille, il y avait une embrouille avec Gordon Ryan et Nicky Rodriguez. Et en fait, Gordon Ryan, il a dit, ouais, si tu veux, je te fais tester, c'est pour savoir qui prenait de la testo. Parce que Gordon, il s'en cache pas trop. Mais, et en fait, il a envoyé des gens, il a payé pour le test, Gordon Ryan. Et le test est ressorti négatif. Donc là, ça a fait un tollé un peu parce que tout le monde pensait que parce qu'il est balèze, parce qu'il est costaud, parce qu'il est ceci, tu vois, il est chargé. Chose rien à voir. Et il y a une chose super intéressante, je trouve qu'il a dit. Il disait que, mais comment? Eh ben, il disait parce que lui, il dort 10 heures par jour. Ouais. Et ça lui permet en fait ben, c'est juste vrai. C'est vrai que, par exemple, tu vois, quand tu as des baisses d'énergie, c'est souvent que tu as une baisse de testo. Et la baisse de testo, elle vient souvent parce que tu as un manque de sommeil, tu vois, ce que je veux dire. Donc, je trouvais ça super intéressant. On en revient toujours à la même chose, tu vois. L'entraînement, et en plus, tu vois, voilà, si tu es bien reposé, tu as bien mangé, ton entraînement, il sera de bien meilleure qualité que si tu ne le fais pas. Donc, ça sert à rien même, tu vois, d'aller dans un entraînement pour faire un entraînement pourri. Tu vois, je veux dire, à la limite. Et c'est pour ça que d'un côté, tu vois, le mannequin, c'était bien pour moi parce que ben, ça m'a empêché, tu vois, ces moments où, tu sais, je serais allé me foutre sur la gueule. Ben non, je pouvais pas, donc j'étais obligé de rester à Ouais. driller. Et forcément, je me suis moins blessé, ça a duré, j'ai pu durer plus longtemps. Et puis, il y a aussi, je me dis, j'ai rencontré des mecs comme toi, pour la nutrition, ça fait grave évoluer, ça fait penser autrement. C'est, et moi, je me suis intéressé à tout et je pense que c'est ça aussi, beaucoup de choses, c'est que je me suis toujours intéressé à tout et j'ai toujours essayé de faire dans mon parcours, faire les choses pour pouvoir m'améliorer dans mon sport, en fait. Et c'est une chose vitale. Ouais. Le Donc, sommeil, c'est pareil, hein. Tu sais, le sommeil avant, comme je te dis, des fois, je dormais pas beaucoup et les trucs, bah, tu le ressens, en fait. Tu le ressens au niveau de ton énergie, tu le ressens. ouais, c'est ça. T'as tout dit. Samuel, moi j'ai posé vraiment toutes les questions et j'avais eu des questions de gars qui suivent sur Instagram. Je les ai posées tout au long de l'interview. Moi j'ai terminé. Juste la dernière, c'est qu'est-ce qui est au programme pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce qui est prévu en termes de compétition? On sait que tu vas ouvrir l'université de Jiu-Jitsu, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu prévois pour toi? Alors, pour moi, je te dis, pour l'instant, après, moi, je suis que je vais me focaliser sur le coaching cette année, je pense, un peu, tu vois. J'attends que l'université ouvre et après, je vais essayer de mettre un peu les gens en avant, un peu les jeunes, tout ça et tout que j'ai. Après, faire des compétitions, je sais pas trop encore. Je pense que je resterai sur les compétitions majeures maintenant. Je vais arrêter un peu la CFJB, tout ça et tout, parce que j'aime beaucoup la CFJB, mais j'ai fait, il y a encore pas longtemps, j'étais à la Coupe de France et tout. J'ai fait le tour un peu de tout ça, même s'il y a des mecs que j'aimerais bien affronter. Parce que ça, c'est pareil, c'est pas pour affronter les mecs et dire, tu vois, c'est juste parce que pour moi, c'est naturel, tu vois. Tu veux tester, en fait, ton art. Je compare souvent ça à un samouraï tu vois, les samouraïs, ils étaient obligés d'accepter les défis, tu vois, je veux dire. Ouais. Et ben, nous, c'est un peu la même chose. Si ta vie, elle n'a pas de défi, en fait, c'est compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué d'avancer, tu vois. Donc, mon but, c'est les compétitions majeures, championnat d'Europe, championnat du monde, tu vois, toutes ces choses comme ça de faire monter des jeunes qui ont envie ou de travailler dans le sport, ou ont envie de faire la compétition ou autre truc et tout, les aider. Et ça va être plus focalisé sur ça, tu vois. Je vais faire un peu moins de compétition en France. Mais par contre, je les accompagnerai beaucoup plus les gens, en fait. Je pense que ça va faire plus dans ce sens-là. Parce que il y a des compétitions, tu vois, j'aurais bien aimé faire Antibes, par exemple, l'Open d'Antibes.
mais j'ai trop de boulot à côté pour pouvoir préparer sérieusement, tu vois. Ouais. Et je sais que je suis très attendu, donc il y en a, ils veulent mon scalp depuis des années. Hein. Donc, je pense que cette année, ça va être une année transitoire, tu vois. Je sais pas. Et tu sais, ça, j'en parlais souvent. Tu sais, c'est pas facile pour un compétiteur d'arrêter de faire de la compétition. Ouais. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué, tu vois. Souvent, pendant des années, là, ces dernières années, je me suis posé cette question-là, mais qu'est-ce que tu vas faire, en fait, après la compétition, tu vois? Et ça me faisait même un peu peur parce que, tu vois, je me disais, mais si tu fais pas de compétition, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Et, et en fait, le truc logique, c'est de passer entraîneur et de commencer à, un peu à reléguer, à déléguer tout ça, à déléguer tout son savoir et que les jeunes, ils fassent leurs preuves, qu'ils s'éclatent et si je peux aider des jeunes à en vivre, tu vois, et à vivre de cette passion-là, je les aiderai à fond. Et moi, c'est commencer un peu à me retirer du game. Après, je pourrais faire des combats comme j'avais proposé, enfin, comme Fernand m'avait proposé, mais bon, vu que j'ai plus de nouvelles de Stockard, euh, pour la compétition, pour la compète, parce qu'il avait proposé 10 000 balles et un truc à Arès. Et tu vois, ça c'est pareil cette histoire. Tu sais, les gens, ils pensent que en fait, c'est une embrouille pour une embrouille, en fait. Et en fait, moi, c'est pas une embrouille. Moi, je m'en fous de Fernand Lopez, tu vois. Je pense que c'est un tocard, et je le redirai, tu vois. Et je pense qu'il a beaucoup de qualités en tant qu'un manager, tout ça et tout, mais je pense que c'est vraiment pas un bon gars. Ce qu'on appelle un bon gars. Euh, mais pourquoi je te dis ça déjà par rapport à donc Fernand, truc et tout, ouais, par rapport au gala. Moi, tu sais, je suis là, en fait, je veux faire la promotion du jiu-jitsu tout le temps. Tu vois. Ouais. Que ce soit par mon académie, que ce soit, je te dis, pour le harcèlement scolaire, que ce soit pour n'importe quoi, on peut parler, tu vois. Moi, je veux promotionner le jiu-jitsu, je veux que tout le monde connaisse le jiu-jitsu parce que je pense que c'est l'art martial qui. Je pense que c'est le meilleur art martial c'est quand tu peux en apprendre qu'un. Je pense que c'est le meilleur art martial, tu vas apprendre. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, par exemple, je ne mettrais pas mes enfants au MMA pour qu'ils prennent des coups dans la gueule à 5, 6, 7, 8, 9 ans. Je ne mettrais pas mes enfants au MMA pour qu'ils prennent. Je pense que c'est un sport qui te permet de combattre sans forcément t'abîmer, tu vois. Contrairement aux autres sports, la boxe, le pied-point, c'est des sports que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Mais tu vois, il n'y a pas de master en kickboxing. Oh, il n'y a pas de master, tu ne peux pas, tu vois, je veux dire. Donc, tous ces trucs-là puis même, je pense que ça donne une confiance en soi, ça, un développement personnel. Je pense et pour en revenir au Arès, j'étais content quand il avait proposé ça parce que je me suis dit, bah, tant mieux. En fait, imagine-toi une carte Arès qui passe sur Canal+, il y a un combat de grappling. Imagine-toi la promotion pour le grappling et le jiu-jitsu Ouais. brésilien. C'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais. C'est pour ça que je les ai longtemps titillés. Bon, après, Fernand, comme je te dis, je pense que voilà, c'est pas une bonne personne. Après, avec Reda, on a bien rigolé tout ça. Hein. On a bien mis le feu, j'ai bien mis le feu. Mais c'est triste que voilà, ça se soit pas fait. Et ça a encore pas. Alors, une chose aussi que j'aime pas, tu me connais sur ça, c'est les gens qui partent dans le vent pour rien. Et c'est pour ça que je me suis jamais entendu avec un mec comme ça, parce que c'est un joueur de flûte, en fait. Il est plein de blabla pour rien. Et au final, tu vois, toute cette histoire, ça aurait pu faire un beau truc. Et il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien du tout. Euh, Reda, il est parti faire des cafés au Guatemala, on m'a dit. Euh, donc voilà, non, mais bref, pour te dire que c'était juste faut que les gens ils prennent conscience qu'on est dans un truc, faut pas se prendre au sérieux en fait. Ouais. Le jiu-jitsu, faut pas se prendre au sérieux. T'as vu? Pensez pas que quand je fais des trucs comme ça, je me prends au sérieux. Non, je suis juste là pour rigoler, pour chambrer les gars. Mais bon, ma vision de ça, c'était vraiment, tu vois, de faire passer un combat de grappling au Ares. Ça aurait été fantastique. Moi, j'aurais accepté le combat, hein, j'avais accepté contre Eda, mais bon, il n'y a plus de nouvelles. Je voulais revenir sur ça parce que c'est important, tu vois, et il faut bien que les gens ils prennent conscience. De toute façon, je pense que les gens ils prennent conscience parce que tout le monde s'en va de chez Fernand. Donc, je pense qu'ils commencent à comprendre le personnage un peu que c'est. Je pense que c'est un très, très bon manager. Je pense que c'est un très mauvais entraîneur. Donc voilà, Ok. sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas je te dis, il y avait ce projet-là, et après, bah, je me suis retourné sur ce que j'ai à faire moi en attendant. Mais tu vois, c'est un truc qui me tiendra à cœur, c'est à faire un combat contre Eda pour terminer ma carrière.
quand tu me demandais ce que je voulais faire, tu vois, je serais plus dans ça maintenant, tu vois. Maintenant, oui, des galas, tu vois, un super fight Super contre des fight, mecs, oui. ça, c'est ça qui m'intéresserait le plus, tu vois. Ok. Bon, les Jujiteros, si vous êtes encore avec nous et que vous avez envie de voir ce combat Reda Meptouche contre Samuel Monin, dites-le en commentaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si ça vous a Merci. apporté cette interview, n'oubliez pas de liker, partager à vos partenaires d'entraînement, commentez, donnez-moi votre avis. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci Samuel. Allez, Merci tout le monde. paro! Ouais,